Les avions sont indéniablement l'une des merveilles de l'ingénierie moderne. Mais à moins de voyager en première classe, les conditions de voyage sont parfois assez inconfortables. Pour bon nombre d'entre nous, le plus gros problème, c'est le surpeuplement des avions de ligne. Mais crois-le ou pas, il fut une époque où les vols décollaient très souvent à moitié vides. Comment était-ce possible ? Ou à moitié plein, cela dit, ça dépend de ton optimisme. Je veux dire, est-ce que ton avion est à moitié plein ou à moitié vide ? Quoi qu'il en soit, notre histoire commence il y a longtemps, dans les années 1970. C'était une époque où la Terre était envahie par des pantalons à pattes d'éléphant. Oh, et n'oublions pas les chaussures à semelles compensées. À cette époque mythique des hippies, le transport aérien était strictement contrôlé par le gouvernement fédéral. L'administration fédérale de l'aviation, FAA, l'organisme gouvernemental qui réglemente le transport aérien aux États-Unis, avait toute autorité sur les routes que les compagnies aériennes pouvaient emprunter. La FAA avait également le pouvoir de contrôler le prix des billets et les autres frais que les compagnies aériennes facturaient à leurs clients. Le seul domaine dans lequel les compagnies aériennes jouissaient d'une autonomie presque totale était celui du nombre de vols qui pouvaient partir par jour sur chaque trajet. Comme elles n'avaient aucun moyen d'étendre leur portée ou d'être en concurrence sur le plan des prix, les compagnies aériennes devaient trouver un autre moyen de se démarquer de la concurrence. La solution à laquelle elles sont toutes arrivées a été l'accessibilité. C'est peut-être difficile à croire dans un monde où tu dois réserver ton vol des mois à l'avance, mais il fut un temps où tu pouvais tout simplement te rendre à l'aéroport sur un coup de tête et aller presque où tu voulais. Et si tu réussissais quand même à rater ton avion, aucun problème. Tu pouvais tout simplement échanger ton billet contre un autre sans aucun frais supplémentaire. Quoi ? Et n'oublie pas que quand tu arrivais dans l'avion, la moitié des sièges étaient vides. Si tu avais de la chance, tu pouvais même avoir toute la rangée pour toi. Imagine, plus personne ne met son coude sur ta partie du siège ni n'incline trop son fauteuil sur tes genoux. Pense-y la prochaine fois que tu seras coincé entre deux passagers qui ronflent alors qu'un enfant de 8 ans tape comme un fou dans ton siège. Aujourd'hui, même si l'on ne peut s'empêcher de râler contre le toujours trop peu de place qu'il reste pour les jambes, il faut bien savoir que tout espace supplémentaire a un prix. Et je le dis littéralement. Bien que les frais de transport aérien semblent de plus en plus élevés, ce n'est pas le cas si l'on tient compte de l'inflation. Le prix moyen des billets d'avion en 1979 était d'environ 600 $ actuels. Compare cela à 2015 alors que le prix moyen n'était que d'environ 385 $. Maintenant, ces chiffres ne tiennent compte que du prix des billets, pas des coûts supplémentaires comme les frais de bagages. Mais c'est quand même une différence de plus de 200 $ par siège. Il s'est avéré que tous ces vols supplémentaires réduisaient les bénéfices nets des compagnies aériennes et qu'ils se faisaient donc leur marge de bénéfice sur toi. Personnellement, je pense que payer plus cher pour avoir de l'espace supplémentaire pour les coudes, c'est une bonne affaire. Je suppose que si tu voulais vraiment être à l'aise dans un avion, tu pourrais payer un supplément pour un billet en première classe, mais il faut pouvoir et vouloir payer plus du double de ton tarif pour cela. Qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi savoir dans les commentaires si tu préfères une place bon marché en économique ou si pour avoir de l'espace supplémentaire pour les jambes, tu es prêt à payer un billet en première classe. Et si tu voyages en première classe et que tu veux emmener un ami, eh bien je suis là. Deux choses ont mis fin à ce temps béni où il y avait suffisamment d'espace pour les jambes. La première est arrivée sous forme d'un assouplissement de la réglementation de la FAA. Bien que le transport aérien moderne ne soit pas exactement le Far West, à partir de ce moment-là, les compagnies aériennes ont eu beaucoup plus de liberté dans leur façon d'opérer. En l'absence de contrôle des prix et de routes réglementées, les coûts ont diminué car les compagnies aériennes ont commencé à lutter entre elles pour réduire leurs prix. Ces effets ne se sont pas vus immédiatement, car ils étaient seulement de l'ordre d'1 ou 2% par an. Pourtant, ces rabais ont commencé à s'accumuler avec le temps. Malheureusement, déréglementation ou pas, les avions coûtent toujours aussi cher à exploiter qu'avant. Alors, pour parvenir à amortir des telles baisses de prix, il a fallu rogner sur l'espace et se transformer en sardine. Le deuxième changement important est d'ordre technologique. Dans le monde analogique des années 1970, il n'y avait pas grand-chose que les entreprises pouvaient faire pour ajuster les prix rapidement. Bien sûr, lorsque tu achetais ton billet d'avion, cela pouvait avoir une incidence sur le coût et voyager en première classe était évidemment plus cher. Mais un siège en économique était un siège en économique en termes de tarifs aériens, et point. Mais ceci n'est plus vrai à cause d'une chose, les algorithmes. Normalement, il devrait y avoir de la lumière et de la musique dramatique quand je disais ce mot. Laisse-moi réessayer. Les algorithmes. Les compagnies aériennes modernes ont des départements entiers dédiés à la rédaction du code qui sert à déterminer le prix d'un siège individuel. De juste quelques catégories de prix hier, les compagnies aériennes en offrent aujourd'hui des douzaines et les tarifs changent constamment pour assurer le maximum de réservations possibles sur chaque vol.
Les compagnies aériennes ont également décidé d'ajouter plus de sièges à chaque avion et de vendre régulièrement plus de billets que ce qu'elles avaient de sièges. L'idée derrière ce surbooking assumé est qu'un certain pourcentage de passagers vont manquer leur vol ou annuler à la dernière minute. Et cela va laisser des sièges vides, ce qui n'est pas rentable. En faisant du surbooking, les compagnies s'assurent que les avions décollent avec une charge aussi proche que possible de sa capacité maximale. Mais l'un des effets secondaires est que parfois plus de gens se présentent que prévu et que quelqu'un finit par rester bloqué à l'aéroport. Combien d'entre nous se sont déjà retrouvés bloqués au terminal à cause d'une surréservation ? C'est toujours une expérience très désagréable. Les avions bourrés de monde ne sont pas la seule chose qui peut pousser les voyageurs à regretter le bon vieux temps. Les sièges sont de plus en plus petits pour accueillir de plus en plus de passagers dans le même espace. Et entre-temps, les frais supplémentaires sont de plus en plus élevés et nombreux. Avant 2008, aucune grande compagnie aérienne n'imposait de frais à un passager pour le premier bagage enregistré. Quand American Airlines a commencé à facturer des frais de 50 $ pour la première valise enregistrée, les gens ont pensé qu'ils avaient perdu la tête. Maintenant, tu aurais du mal à trouver une compagnie aérienne qui ne le fait pas. Les compagnies aériennes peuvent s'en tirer en grande partie parce qu'il n'en reste plus autant qu'avant. En l'an 2000, les États-Unis comptaient 10 grandes compagnies aériennes, un nombre qui a été lentement réduit jusqu'à 4 en 2017. Avec ces 4 sociétés qui dominent plus de 80% du marché, il ne reste pas énormément d'options pour les clients. Bien sûr, il y a beaucoup de compagnies aériennes régionales qui proposent des vols courts, d'une ville à l'autre. Mais si tu cherches à faire du moyen ou du long courrier, les choix sont très limités. Selon l'endroit où tu es et où tu vas, tu n'auras peut-être même qu'une seule option. Il y a quand même un aspect positif du transport aérien moderne que je n'ai pas encore abordé, c'est l'impact sur l'environnement. Tous ces vols supplémentaires que les compagnies aériennes avaient l'habitude d'effectuer consommaient énormément de kérosène. Bien que les années 70 aient été une excellente époque pour les clients des compagnies aériennes, tous ces vols à moitié pleins n'étaient pas vraiment bons pour l'environnement. Même si aujourd'hui on transporte plus de passagers dans moins d'avions, on peut râler, mais il ne faut pas oublier que cela a un effet 100% positif sur la planète, car cela réduit forcément la pollution produite par les compagnies aériennes. C'est une terrible nouvelle pour tous les méchants de Capitaine Planète qui regardent cette vidéo. Mais une excellente nouvelle pour à peu près tout le monde. Waouh, c'est un peu vieux comme référence, n'est-ce pas ? Maintenant que j'y pense, moi non plus, je ne suis plus tout jeune à force. Maintenant, ne nous méprenons pas. Toutes ces grandes entreprises ne sont pas passées au vert parce qu'elles voulaient être écologiques, mais bien parce que cela leur permettait de gagner plus d'argent. Cela n'excuse pas et n'explique pas vraiment tout ce que font par ailleurs les compagnies aériennes pour engranger toujours plus de bénéfices. Mais bon, c'est quand même quelque chose de bien pour la planète, alors ne boudons pas notre plaisir, ok ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.